prendrai avec le traitement chirurgical, mais je vais vous en parler un peu pour donner un peu des choses qu'il va falloir connaître et qui sont importantes même pour un médecin généraliste de connaître pour savoir définir déjà, parce que le but c'est ça, le but c'est de savoir déjà réceptionner un traumatisme du rachis dorsolaire, donc tous les traumatisés vertébromodulaires, et de savoir penser, de savoir reconnaître une fracture instable qu'il va falloir opérer ou un malade qu'on peut confier ou le prendre en charge pour un traitement orthopédique. Donc, d'abord, c'est quoi une fracture du rachis dorsolaire? Alors, on va commencer par les définir. C'est quoi une fracture du rachis dorsolaire? Alors, c'est pas uniquement la fracture, mais c'est l'ensemble des lésions, aussi bien osseuses que disco-ligamentaires, parfois mixtes, bien sûr, osseuses et disco-ligamentaires, qui peuvent toucher à cette colonne vertébrale. Cette fracture elle est grave, pourquoi? Parce qu'elle menace l'axe neural et ça peut être à l'origine, bien sûr, d'une paraplégie définitive. D'où la gravité de ces lésions. Pour bien comprendre, alors déjà, la première question, pourquoi je vous fais cette question? Quel est l'intérêt de cette question? Il faut savoir que c'est une lésion assez fréquente et en rapport avec l'augmentation du nombre d'accidents de travail, de la voie publique, des accidents de la circulation, et ça rentre souvent dans le cadre d'un polytraumatisme. Il faut savoir que c'est l'apanage de l'adulte jeune, et on a dit cette lésion est grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de survenue de troubles neurologiques qui sont représentés par la paraplégie. C'est un véritable problème de santé publique. Leur diagnostic est simple, il se base essentiellement sur un examen clinique et un examen radiologique, mais il s'agit d'une véritable urgence de prise en charge. Alors, pour bien comprendre la question, on va commencer par un petit rappel anatomique. Vous vous souvenez bien que le rachis il est en forme de S avec une colonne dorsale constituée de 12 vertèbres dorsales qui a une syphose, donc elle est cyclique, ce qu'on appelle syphose dorsale, et on a 5 vertèbres implantaires et qui sont en forme d'hyperlordose. Donc, quelle est la fonction de ce rachis? Alors, deux fonctions. La première, c'est une fonction statique. C'est elle qui nous permet, donc, la station érigée de ce corps, la position debout, la position assise. Et la deuxième, donc, le deuxième rôle, la deuxième importance, c'est la protection de la moelle épinière et des racines, parce que vous savez très bien que l'ensemble des éléments, de ces éléments nerveux, passent dans le canal vertébral. Alors, on va commencer par déjà de faire le, description anatomique de la vertébrose, parce que vous savez très bien qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Donc, il y a une différence entre anatomique, bien sûr, entre la vertèbre cervicale, la vertèbre dorsale et la vertèbre lombaire, mais il y a une forme, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent un peu du fait que toutes, elles sont constituées d'un corps vertébral, ce corps vertébral qui est constitué en avant, d'accord, et avec un arc postérieur qui est en arrière. Donc l'arc postérieur délimite un petit trou qu'on appelle le canal vertébral où cheminent les éléments nerveux, d'accord. Et donc cet arc postérieur est relié au corps vertébral à travers deux pédicules, à droite et à gauche. Donc vous voyez bien. Et on a bien sûr, attendez, je vais essayer de juste d'actionner le pointeur, je préfère. Voilà. D'accord. On a ici les pédicules, c'est les pédicules là. D'accord. Et c'est elles qui permettent à l'arc postérieur de, bien sûr, d'être relié au corps vertébral. Donc, pour l'arc postérieur qui est là, pour l'arc postérieur, donc, il y a les apophyses transverses, on a les lames de part et d'autre, d'accord. À la jonction de ces deux lames, on a l'apophyse épineuse, donc au milieu qu'on arrive à palper, donc au niveau du dos, c'est cette partie qu'on arrive à toucher, donc au niveau du dos. Et on a les apophyses, ou ce qu'on appelle les massifs articulaires. Ces massifs articulaires, ceux qui permettent, bien sûr, l'union entre les vertèbres. Alors, quels sont les moyens? Donc, je récapitule. Donc, corps vertébral, deux pédicules et un arc postérieur constitué de lames, de massifs articulaires et d'apophyse, de processus épineux. Alors, quels sont les moyens d'union entre ces vertèbres? On a
d'abord le disque intervertébral, donc qui relie les corps vertébraux entre eux. D'accord. Et en arrière, on a ce qu'on appelle les apophyses articulaires. Ce que vous voyez ici, les apophyses articulaires. Donc, on a, pour les apophyses articulaires, ils sont constitués d'un processus articulaire. Donc, voilà ça. Donc, un processus articulaire supérieur pour chaque vertèbre et un processus articulaire inférieur. Donc, chaque vertèbre a deux processus articulaires. C'est ce qu'on appelle le massif articulaire. Donc, ce processus articulaire supérieur, donc, il s'articule avec le processus articulaire inférieur de la vertèbre sous-jacente et le processus articulaire inférieur s'articule avec le processus articulaire supérieur de la vertèbre sous-jacente. D'accord? On a bien sûr le ligament jaune, le ligament interépineux et le ligament longitudinal qu'on va voir dans la diapo suivante. Donc, ça, c'est une coupe sagittale du corps vertébral. Donc, une coupe sagittale, pour voir bien les moyens d'union. Regardez, ça, c'est le corps vertébral avec le disque. Et ça, c'est le canal vertébral coupé en deux, mais de façon sagittale. Donc, quels sont les moyens d'union? On va voir. Donc, on a d'abord le ligament vertébral commun antérieur. Et voilà, c'est ce ruban qui tapisse la paroi antérieure des corps vertébraux. On a le disque intervertébral comme moyen d'union, on l'a dit. On a le ligament vertébral commun postérieur, c'est ce ruban-là qui tapisse la paroi postérieure du corps vertébraux en arrière. On a le ligament jaune, d'accord, qui relie les lames entre elles. Regardez, ça c'est des lames. Là, on les voit pas de l'intérieur parce que on est à l'intérieur du canal vertébral ici. Donc on a le ligament jaune. Il est vraiment, sa couleur jaune, hein, véritable, quoi. Et on a ce qu'on appelle la capsule des articulaires postérieurs, parce qu'il y a des articulaires postérieurs. D'accord. On a le ligament interépineux qui relie les épineuses entre elles, et le ligament supraépineux. Donc, c'est ce ruban qui relie la pointe des apophyses épineuses. Alors, un petit rappel physiologique, d'accord? Alors, deux notions fondamentales, des notions fondamentales très importantes de connaître. On a au niveau du rachis le segment mobile rachidien et le segment vertébral moyen. Alors, qu'est-ce que c'est que le segment mobile rachidien? Alors, le segment mobile rachidien est tout simplement l'ensemble des éléments disco-ligamentaires, c'est-à-dire il est fait de ligaments et de disques intervertébrales, qui assurent à chaque niveau la cohésion intervertébrale, d'accord? Ce qui permet bien sûr de stabiliser le rachis, mais qui lui permet en même temps une petite mobilité. C'est-à-dire si les vertèbres ne sont pas soudées entre elles, sinon on aurait une tige de bambou comme les SPA où le point vertébral n'arrive pas à bouger. Donc bien sûr ce segment mobile rachidien, c'est lui qui permet au rachis d'être mobile, de faire des inclinaisons en arrière, de se pencher, de faire une torsion, de se retourner et tout. Bon. Donc il est constitué le ligament vertébral commun antérieur, le disque intervertébral, le ligament vertébral commun postérieur, la capsule des articulaires, le ligament jaune, le ligament interépineux, le ligament supraépineux. Donc ça, c'est pour le segment mobile rachidien. Maintenant, pour le segment vertébral. Alors, les segments vertébraux, on a trois segments vertébraux. On a le segment vertébral, segment antérieur, qui relie la partie antérieure du corps vertébraux. On a le segment vertébral moyen, c'est l'empilement de la partie postérieure du corps vertébraux. Et on a le segment postérieur. Le segment postérieur, c'est représenté par l'empilement des arcs postérieurs. Ce qui est important de savoir, c'est le segment vertébral moyen. C'est la partie la plus importante. Pourquoi la plus importante? Parce que regardez, elle entoure le canal vertébral. Et donc, tout déplacement, toute fracture avec un déplacement de ce segment vertébral moyen peut retentir sur le canal vertébral où, bien sûr, cheminent les éléments nerveux. Donc, il faut très attention à cette partie. Donc, ce qu'on appelle le segment vertébral moyen. Il est constitué de mur vertébral postérieur, d'accord, les pédicules, d'accord, et le massif des articulaires, cette zone rouge là, que vous êtes en train de. Donc, on a le segment vertébral moyen. Bien sûr, le segment mobile rachidien, on l'a défini. Regardez, c'est tout ce qui est en rouge. LVCA, disque intervertébral, ligament vertébral postérieur, ligament interépineux et le processus le ligament supraépineux. Alors,
bien sûr, après un traumatisme, il y a trois conséquences. Alors, la première conséquence après un traumatisme du rachis, c'est quoi? C'est la possibilité de créer une instabilité. Alors, d'abord, pour savoir ce que vous avez l'instabilité, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette stabilité, cette notion de stabilité. Donc, cette stabilité, cette notion de stabilité, elle est définie par le fait que les pièces vertébrales peuvent se maintenir, ou peuvent maintenir leur cohésion dans toutes les positions de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, quelle que soit la position de la colonne vertébrale que vous avez adoptée, il y a cette cohésion intervertébrale qu'on en a déjà parlé, d'accord? Et à l'inverse, l'instabilité, c'est la défaut de permanence dans la position des fragments. Qu'est-ce que ça veut dire en termes plus simples? C'est cette possibilité que les fragments se déplacent. Et tout déplacement, on l'a bien expliqué, tout déplacement euh, peut retentir sur donc, le canal vertébral, ce qui peut donner des troubles neurologiques. Donc, l'origine de cette instabilité, il est double. Cette instabilité, elle peut être due à des lésions osseuses, donc à les fractures elles-mêmes. D'accord? Il faut savoir que dans ce cas-là, l'instabilité, elle est temporaire. Et dès que le malade va, donc la fracture va consolider, donc la fracture elle va consolider, la fracture va devenir stable. Par contre, cette instabilité, elle peut être d'origine disco-ligamentaire. Il faut savoir que les lésions du disque et du ligament sont des lésions définitives. Les lésions disco-ligamentaires ne cicatrisent pas. Ça, c'est un élément, c'est une notion de base très, très importante, fondamentale. Toujours avoir dans la tête que toute lésion disco-ligamentaire ne cicatrise pas et l'instabilité est définitive, d'où l'intérêt d'un traitement chirurgical. Donc, la deuxième, donc on a parlé, la première conséquence, c'est l'instabilité. La deuxième conséquence, c'est la déformation rachidienne. Il peut y avoir un tassement vertébral antérieur, c'est le plus important, qui peut créer une kyphose vertébrale. D'accord? C'est la déformation régionale en kyphose qui est la déformation la plus importante. Regardez en rouge. Regardez la dimension, enfin, donc ici une vertèbre saine. Regardez la hauteur du corps vertébral avant le traumatisme et regardez après le traumatisme. D'accord? Regardez le tassement très important, ce qui va provoquer une psychose régionale. Alors, la troisième conséquence, qui est là. Professeur, je Oui, ne sais pas oui. ce qui se passe, mais parfois on a un problème avec le micro, hein. Euh, Donc, soit vous ne bougez pas. et là, comme ça, vous On m'entendez vous ou entend pas? très très bien, Ah, mais très seulement bien, classe. parfois il y a le son qui... Attendez, Hagda, c'est mieux, Hagda? Oui, on vous entend très bien. Mieux. Ah, donc, je vais faire une petite manip. Alors, donc, la troisième conséquence, c'est la déformation du canal rachidien. Alors, la déformation du canal rachidien, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la déformation du canal rachidien va retentir sur la dimension du canal vertébral. Et donc, ça peut comprimer donc les racines ou la moelle épinière, et ce qui peut donner, justement, c'est ce qui peut donner la compression ou la paraplégie. Donc, regardez, par exemple, là, dans cette colonne vertébrale, il y a une sorte de cisaillement. On imagine que ici, il y a pratiquement un cisaillement de la moelle épinière. Ici, c'est une coupe horizontale ou axiale du rachis, d'accord, de cette vertèbre au niveau osseux. Et regardez, ce mur, ce fragment devrait être ici, ce fragment. Et donc, ce recul de ce fragment en arrière, regardez, il va comprimer la moelle épinière et c'est ce qui donne des troubles neurologiques. Et la même chose ici, regardez, ça c'est une coupe axiale du scanner, donc un scanner du rachis lombaire après un traumatisme. Regardez ce fragment osseux, regardez, sa place n'est pas ici, sa place est ici, regarde, c'est un recul de ce fragment qui se retrouve carrément expulsé dans le canal vertébral. Et on imagine ici que le malade il est vraiment avec des troubles neurologiques très importants. Voilà. Donc, pour récapituler, trois conséquences du traumatisme du rachis. Il peut créer une instabilité, ce qui peut donner des déplacements secondaires et l'apparition de troubles neurologiques plus tard, même si le canal rachidien, ce qui peut donner des troubles neurologiques. Alors, je vais faire un petit rappel anatomopathologique. C'est important, juste pour poser une idée sur les types anatomopathologiques
des fractures du rachis. Premièrement, on a deux classifications qui sont les plus connues. On a la classification de Dennis et la classification de Mann. Alors, Dennis, il classe les fractures en quatre types. On a le premier type, c'est les fractures les plus simples, d'accord, fréquentes chez les VMME. Donc, c'est les fractures en compression, flexion antérieure. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer un tassement antérieur de la vertèbre. Regardez, un petit tassement antérieur de la vertèbre. Donc, ça touche que la colonne antérieure. La colonne moyenne, elle est donc intacte et la colonne postérieure, elle est intacte. Donc, ce sont des fractures, et c'est des fractures qui ne s'accompagnent pas de troubles neurologiques. Elles risquent pas de se dépasser. Donc, c'est des fractures qu'on peut traiter orthopédiquement. C'est des fractures tassement antérieur. Regardez. Un petit tassement antérieur. Voilà, la même chose, un scanner. Et voilà sur la radio, qu'est-ce que ça donne. Regardez la hauteur de ce corps vertébral. Et regardez ici, on n'a que la moitié du corps vertébral. D'accord? L'autre, elle est écrasée, elle est tassée par la vertèbre sus-jacente. D'accord? Mais ça reste des fractures relativement stables qu'on peut traiter orthopédiquement. On va passer maintenant à la deuxième type, c'est les fractures éclatement par compression, ce qu'on appelle les burst fractures ou les fractures communicatives. Alors là, le mécanisme, c'est une compression axiale et qui va engendrer avec une atteinte des deux colonnes, aussi bien la colonne antérieure que la colonne moyenne. Alors comment on va les diagnostiquer? C'est sur la radio. Vous allez avoir un tassement corporel, donc tout le corps vertébral est tassé, il est écrasé, il est éclaté, d'accord, avec une fracture de la colonne antérieure. Regardez, la colonne antérieure, on ne la voit plus. La colonne postérieure, elle est fracturée et on a, donc c'est une atteinte de la colonne moyenne, et on a même une rétropulsion d'un fragment postérieur supérieur, regardez ici, dans le corps vertébral, du corps vertébral dans le canal rachidien, donc ce qui peut donner des troubles neurologiques. C'est pas toutes ces fractures qui vont donner des troubles neurologiques, il y a des fractures communicatives, mais avec un petit fragment qui est dans le canal vertébral, mais qui ne fait rien, qui ne fait pas de troubles neurologiques. Ça, c'est des fractures plus ou moins stables. Mais des fractures comme ça, avec un gros fragment, regardez, avec un recul du mur vertébral postérieur, un gros fragment dans le canal vertébral, c'est des fractures instables qu'il va falloir opérer rapidement. On a le type 3, c'est des fractures, c'est des lésions rares, ce qu'on appelle les fractures par flexion-distraction, ou ce qu'on appelle les fractures de la ceinture de sécurité. Le mécanisme, c'est la traction, donc donc le corps, il est maintenu par la ceinture de sécurité, position de continuité horizontale. Ça part d'arrière en avant, regardez, comme ça. D'accord? Ça peut passer, cette solution de continuité horizontale, ça peut passer par l'os, donc dans l'os, et ça peut passer dans le segment mobile rachidien à travers les ligaments qu'on a du segment mobile rachidien qu'on a cité. C'est ce qu'on appelle les fractures tibétaires. C'est une lésion qui est relativement instable qu'il va falloir opérer. Et le dernier type, c'est ce qu'on n'aime pas voir, c'est des fractures de dislocation. C'est des fractures heureusement rares, mais c'est une atteinte des trois colonnes. Regardez, il y a une perte de l'alignement de la colonne vertébrale. Regardez, ils sont vraiment presque pratiquement plus en contact l'un avec l'autre. Regardez. C'est un cisaillement de la colonne vertébrale. Et ici, regardez même la coupe de 3D, enfin plutôt la dislocation de la colonne vertébrale. Ici, bien sûr, les trois colonnes, elles sont touchées, donc c'est une fracture extrêmement instable. Et surtout, la moelle épinière, dans ce cas-là, elle est vraiment déchirée. Il n'y a plus rien à espérer. La classification de Magal, en fait, je ne vais pas vous la détailler, mais elle reproduit pratiquement les mêmes types, seulement elle les classe en A et B et C. Alors, le classe A, c'est les fractures d'assement. On a les fractures d'assement qu'on a vues tout à l'heure, fractures d'assement corporéo A1, d'accord? C'est les fractures les plus stables qu'on peut traiter orthopédiquement. On a les fractures communicatives, les fractures éclatement, d'accord, avec une possibilité de recul du mur postérieur, comme on a vu. On a les lésions en distraction, c'est les lésions, toutes les lésions donc qui engendrent une solution de conflit. Donc soit elle passe à travers l'os, soit elle passe par le segment mobile rachidien. Et enfin, on a les fractures dislocation qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, qu'on vient de voir, pardon.
Donc, elles sont dues à une torsion axiale qui peut donner une rupture circonférentielle du rachis. Alors, ça c'était pour les lésions donc osseuses. Maintenant, on va voir les lésions neurologiques. Alors, quelles sont les lésions, les mécanismes qui peuvent aboutir à une lésion neurologique? Alors, il peut s'agir d'une compression, la moelle peut être comprimée, soit par un fragment osseux tel que vous voyez ici, ou par un fragment discal. Un fragment discal peut sortir d'ici et aller comprimer la moelle, donc c'est ce qu'on appelle la compression. Elle peut être, cette moelle, elle peut être carrément écrasée ou cisaillée, d'accord? Il peut s'agir aussi d'une élongation, c'est-à-dire d'un étirement. D'accord? C'est ça, en général. Donc, ça peut donner sur le plan anatomopathologique lésionnel, ça peut donner, donc la récupération, elle est rapide au bout de quelques heures. D'accord? Il peut s'agir d'une contusion médulaire. Cette contusion médulaire, elle est faite d'œdème et d'hémorragie. À ce moment-là, les troubles neurologiques sont systématiques et la récupération est aléatoire. Il y a des gens, il y a des malades qui récupèrent et des malades non. Il y a des malades qui récupèrent entièrement, partiellement. Là, ici, tout dépend de l'étendue de cette lésion médulaire qui va s'accompagner d'un choc spinal. Ici, il ne faut pas espérer de récupération. Les lésions neurologiques sont définitives. Maintenant, sur le plan clinique, on va passer à la clinique. Je sais que c'est le truc le plus important que tout le monde attend, surtout au stade au stade de médecin généraliste, la clinique. Alors maintenant, comment examiner? D'abord, il faut savoir que devant tout polytraumatisme, il faut vice-versa, donc devant une fracture du rachis, il faut toujours éliminer une urgence vitale qui rentre dans le cadre d'un polytraumatisme. Il ne faut pas se focaliser sur le rachis, mais sachez que quand il y a une fracture du rachis, il y a forcément un traumatisme violent, et ce traumatisme violent peut engendrer d'autres lésions concomitantes sur la tête, sur le thorax, sur l'abdomen, sur le reste de l'appareil locomoteur aussi. Donc, pensez-y. Un deuxième élément qui est très important, c'est le ramassage et le transport. Et ça commence au niveau du lieu de l'accident. Il faut bien respecter l'axe tête, cou et corps. Donc, le cou doit être bien immobilisé dans une minerve cervicale, et bien sûr, et le mât doit être immobilisé et transporté par ce qu'on appelle le matelas coquille. Ça, c'est pour éviter l'apparition ou du moins l'aggravation des troubles neurologiques. Après, on passe à l'examen clinique proprement dit. Et pour l'examen clinique, les standards pour tout, comme tous les examens, ça commence par un interrogatoire. Il faut chercher les circonstances de l'accident, l'heure de l'accident, le mécanisme, l'âge, les notions de paresthésie ou de faiblesse musculaire au niveau des membres lors de l'accident, la notion de craquement, d'accord, et bien sûr rechercher les antécédents pathologiques du patient. L'examen du rachis, il faut commencer par l'inspection, à la recherche des ecchymoses, des déformations localisées, comme vous connaissez, et un souci de douleur localisée associée à une raideur segmentaire de rachis dorsolaire. Le plus important dans l'examen du rachis, c'est l'examen neurologique, parce que généralement, l'examen clinique du rachis, il est pauvre. Mais par contre, l'examen neurologique, quand vous examinez un rachis, quelle que soit d'ailleurs la cause, traumatique ou autre, même pour les médicales, il faut impérativement faire un bon examen neurologique. Cet examen neurologique doit être consigné par écrit, il doit être répété dans le temps, d'accord? Et cet examen va servir d'un examen de référence aux examens ultérieurs. Parce que, bien sûr, le score neurologique peut changer d'une heure ou d'une minute à l'autre. Donc, on va commencer par l'examen 0 à 5 selon la cotation internationale, que je suppose que vous connaissez. Donc, la cotation 0, aucune contraction musculaire. La cotation 1, c'est une contraction qui est visible, mais qui n'arrive pas à entraîner un mouvement. Le cotation 2, c'est une contraction qui est possible, qui permet un mouvement, mais en éliminant la pesanteur. Le muscle côté A3, il permet un mouvement contre la pesanteur. Le muscle côté A4, c'est un mouvement qui se fait contre la pesanteur, pratiquement presque normal,
d'accord, mais un peu diminué. Et le muscle côté A5, c'est un muscle qui a une force musculaire tout à fait normale. Après l'examen de la motricité, on passe à la sensibilité. La sensibilité, elle doit examiner tous les modes de sensibilité parce que, bien sûr, elles sont pas toutes identiques. On a la sensibilité critique, on a la sensibilité épicritique, bien sûr, c'est la sensibilité tactile parce qu'ils sentent, ils sentent pas. On a la sensibilité profonde. La sensibilité profonde, c'est quand le malade, on examine, on demande au malade de fermer les yeux, en changeant la position des orteils, en flexant la extension, on demande de demander au patient, voilà, ça teste la sensibilité profonde. Est-ce qu'il sait, en fermant les yeux, il sait déjà s'orienter, il sait comment il est orienté son orteil, ça permet d'avoir une idée sur sa sensibilité profonde. Et on a la sensibilité thermo-algésique au chaud et à la douleur. Après la sensibilité, on passe à l'étude des réflexes, aussi bien les réflexes cutanés, d'accord, les réflexes ostéotendineux et les réflexes pathologiques comme le Babinski qui témoignent souvent d'une atteinte pyramidale. Et enfin, il faut jamais oublier, il faut le faire de façon systématique. C'est ce que j'ai remarqué que les gens, je sais pas, ils évitent de le faire par, je ne sais pas, c'est l'examen du périnée. Il ne faut pas hésiter à examiner le périnée et à faire un toucher rectal. Pourquoi? Parce que ça témoigne de la gravité de l'atteinte. Il faut savoir que quand le périnée est touché, c'est que les troubles neurologiques sont très importants, parfois irréversibles. Donc, il faut tester la sensibilité du périnée, la tonicité du sphincter anal et aussi rechercher les réflexes bulbo-caverneux et clitorido anal chez la femme. En fait, de cet examen neurologique, ça permet, bien sûr, d'avoir une idée en faisant une classification de Frankel qui va de A à E. Donc, A, c'est le déficit complet, donc c'est la paraplégie complète quand on n'a pas de sensibilité ni de motricité. Euh, et, euh, et la Frankel E, quand l'examen neurologique est normal. Et bien sûr, il y a des intermédiaires, Frankel B, Frankel C et Frankel D. Donc, impérativement, de faire cette classification. Mais allez, je la rappelle encore. Donc, A, donc, paraplégie complète. Le Frankel B, c'est un déficit moteur complet, mais la sensibilité elle est partiellement conservée. Le Frankel C, la sensibilité est conservée, mais la majorité des muscles sont cotés à moins de 3. Et le Frankel D, donc, la majorité des muscles sont cotés à plus de 3. La Frankel E, c'est l'examen neurologique est normal, donc la motricité et la sensibilité sont concernées. Dans les centres les plus performants, on fait pas de Frankel, mais on fait la classification de Asier, mais elle est très détaillée, je vais pas vous en prendre avec ça. Après l'examen clinique, qu'est-ce qu'on fait? On fait un examen radiologique. L'examen radiologique, on va demander un bilan radiologique standard, radiographie du rachis dorsolaire, cervical, face, profil. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur le face et le profil? Donc, c'est une colonne, ça c'est une colonne normale. Regardez, ça c'est le corps vertébral, d'accord? Les corps vertébraux séparés par le disque intervertébral, parce que la partie claire que vous voyez ici. Et cette partie, ce qu'on appelle le pédicule qui on a dit qui relie le corps vertébral avec l'arc postérieur, donc le pédicule. D'accord. Entre les pédicules, il y a cet espace clair qu'on appelle le foramen. Et il faut savoir que le foramen, c'est un lieu de sortie des racines nerveuses. Donc, dans chaque énervé, une partie euh, du corps. Là, sur le profil, alors le face, on va comme ça, voilà le corps vertébral, le disque intervertébral, le corps vertébraux. Voici les pédicules en évoquant comme des formations ovariennes. Ça, c'est les pédicules. C'est les apophytes. Donc voilà, faut savoir que le scanner, c'est un examen de première intention. C'est pas un examen de deuxième intention, mais dès que vous avez des doutes, dès que vous constatez une fracture,
ici. Et tout ça, c'est le canal vertébral. Donc ici, c'est tout le canal vertébral, tout le mur vertébral qui est passé en arrière. Donc ça, c'est des coupes horizontales ou axiales. Et on a aussi des coupes sagittales au niveau du rachis. Regardez, on a vu cette tranche tout à l'heure. D'accord, il y a un mur vertébral postérieur qui est rétropulsé en arrière. Il y a même un fragment postéro-supérieur dans le canal. Par contre, l'IRM, quand il y a cette possibilité de faire, il faut faire, mais sinon, c'est un examen de deuxième intention. C'est pas obligatoire. D'accord? C'est vrai que ça permet de nous rechercher, de faire une recherche des éléments compressifs en cas de trouble neurologique. Ça permet de voir s'il existe un hématome, un fragment osseux ou discal. Il permet aussi une étude du segment mobile rachidien, en cas de lésion rachidienne. D'accord? Mais, il faut savoir que c'est un examen de deuxième intention. C'est jamais un examen de première intention. Voilà. Maintenant, comment évolue ce genre de fracture? Alors, les fractures, généralement du rachis, elles consolident au bout de 3 à 4 mois. Néanmoins, c'est très important. Les lésions disco-ligamentaires du segment mobile rachidien n'ont aucune tendance à la cicatrisation. Ils ne cicatrisent pas et vont engendrer une instabilité définitive, d'où l'importance de les opérer. Alors, quel est le pronostic de ces lésions neurologiques? Le pronostic, franchement, il est variable selon le type de l'atteinte. Quand il y a une commotion de la moelle, généralement, les malades vont récupérer au bout de quelques heures. D'accord? Quand il y a de la contusion, tout dépend de la contusion, de son étendue. Quand il existe une petite et aussi de son étendue et son siège, bien sûr. Quand vous avez sur une moelle cervicale, une moelle dorsale, vous avez des lésions, c'est pas comme vous avez des lésions au niveau de lombaire. Parce qu'au niveau de dorsal, c'est très fragile. C'est pas comme au niveau lombaire où les racines peuvent accepter une petite compression. Généralement, ils récupèrent bien après une décompression, contrairement au niveau du rachis dorsal. Donc, il y a plusieurs paramètres qui font que le pronostic de la lésion neurologique, il est variable, il est aléatoire. On ne peut pas le prédire d'emblée. D'accord? Mais quand il y a une section, on sait d'emblée qu'il va pas y avoir de récupération. Quand il y a de la commotion, les gens récupèrent. Quand il y a de la section, le malade ne récupère pas. Il n'y a aucune possibilité de récupération. Et pour le reste, tout dépend. On a dit tout dépend de l'étendue et la gravité de l'hémorragie et de la nécrose. Alors, quelles sont les complications qui peuvent apparaître après une lésion neurologique? Alors, d'abord, il y a des complications aiguës qu'on peut les voir dans les heures qui suivent. Donc, devant, bien sûr, la première complication pour nos médecins, c'est le risque de méconnaître le diagnostic. Vous imaginez un peu quand les malades viennent avec des, un traumatisme crânien, un traumatisme abdominal grave, malade inconscient, on risque de passer à côté. On risque de ne pas faire le diagnostic d'une fracture du rachis. Donc, d'où l'importance, je le répète une deuxième fois, même une énième fois, devant tout polytraumatisé, pensez à une fracture, une lésion traumatique du rachis dorsolaire ou cervical. Il faut les immobiliser, d'accord? Et il faut chercher ces lésions. Il faut chercher ces lésions par un bon bilan radiologique, d'accord? Ça, c'est très important. Et on a aussi, en aigu, on a les complications sphinctériennes, comme la rétention ou l'incontinence urinaire, et on a les complications digestives, en cas d'idéus réflexe, une ulcère du stress, une dilatation gastrique, surtout en cas de troubles neurologiques. On a les complications secondaires. Les complications secondaires, on a la première complication secondaire, c'est quoi? C'est le déplacement secondaire. Bien sûr, quand on parle de déplacement secondaire, il y a un risque de trouble neurologique. Cette complication se voit surtout après un traitement orthopédique. D'accord? On a les complications qui sont liées au décubitus, bien sûr, chez les malades paraplégiques. On a les escarres, la thrombose veineuse, et les embolies pulmonaires, les infections pulmonaires et pulmonaires. Toutes ces complications peuvent menacer le pronostic vital du patient. D'accord? Surtout si le patient, il est assez âgé. D'accord? Et on a des complications liées à la chirurgie. Bien sûr, après toute intervention chirurgicale, il y a le risque d'infection post-opératoire, il y a même un risque d'aggravation des troubles neurologiques. Maintenant, pour les complications tardives, on a deux complications. D'accord? La première, c'est les troubles de la statique. Donc, si on corrige pas bien la fracture, le malade peut guérir, mais en calvitieux, en syphose. D'accord? Voilà. Et cette même syphose peut engendrer plus tard une compression musculaire.
Et la deuxième complication rare, c'est la pérennisation des troubles neurologiques et le malade reste paraplégique. C'est ça les deux complications majeures qu'on craint après un traumatisme du schiste, d'accord? Et bien sûr, il faut pas oublier cette composante psychologique, donc le réflexion psychologique de cette fracture sur le patient, parce que vous imaginez un peu l'état psychologique de cette lésion qui reste paraplégique toute seule. Donc, il faut pas la négliger. On va maintenant passer à la prise en charge. Alors, maintenant, on va voir comment prendre en charge ce type de lésion. D'abord, il faut savoir que la prise en charge commence sur les lieux même de l'accident. D'accord? Même si on n'est pas confronté à ce problème, d'accord, on est au pavillon des urgences, on attend souvent le patient qu'on le ramène, mais on peut être confronté un jour ou à un autre à un accidenté de la circulation. Moi, personnellement, ça m'est arrivé deux fois, d'accord? Il faut savoir un peu comment le ramasser, comment transporter ce patient. Donc, la première règle, c'est respecter l'axe tête, cou et tronc. C'est-à-dire tout de suite faire une immobilisation par une minerve cervicale et un matelas coquille. Pourquoi? Pour éviter l'aggravation des troubles neurologiques ou du moins, on l'a dit, l'apparition de ces derniers. Bien sûr, cette transport, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite quatre personnes. Quatre personnes. Alors la première personne, elle va prendre les pieds, ce que vous voyez. Regardez les pieds en jaune, là, les traces des pieds en jaune. Le deuxième, il va prendre, regardez, donc le premier, il prend les pieds. Le deuxième qui vient, il va prendre le bassin. Le troisième, il va prendre le rachis dorsal. Et le quatrième, il va prendre la tête. Il va s'occuper que de la tête. D'accord? Bien sûr, il faut qu'ils aient un mouvement coordonné et harmonieux. Il faut que le patient soit déplacé en bloc, tout en bloc. Alors, quel est le but du traitement? Il faut arriver au problème des urgences. Bien sûr, il faut le prendre en charge. Alors, c'est quoi le but? Le but, en urgence, quand il y a des compressions, il y a une compression neurologique, quand il y a des lésions neurologiques, il faut savoir que ce genre de malade, il faut les décomprimer. Donc, il faut les décomprimer, il faut décomprimer l'axe neurale, il faut lever cette compression. Donc, il faut les confier tout de suite à un chirurgien. Que ce soit un chirurgien orthopédiste, soit un chirurgien, un neurochirurgien. Donc, à votre niveau, savoir que tout malade fracture du rachis avec des troubles neurologiques, il faut le confier à la chirurgie, il faut qu'il soit opéré en urgence. D'accord? Pour le reste, ça peut attendre un peu. C'est pas une urgence, ça peut attendre un peu. Donc, le but, c'est de faire la réduction du déplacement. Il faut faire une stabilisation du rachis. Il faut le stabiliser. Il faut le conditionner. D'accord? Et le mettre sur une coquille plâtrée ou un truc en polysien en attendant sa prise en charge. Tout ça, le but, c'est quoi? Bien sûr, c'est obtenir une consolidation avec le moindre de séquelles possible afin de le réinsérer sur le plan socio-professionnel. Il y a plusieurs méthodes de traitement. Il y a la méthode fonctionnelle, de moins en moins utilisée. On a le traitement orthopédique aussi, de moins en moins utilisé. Et on a le traitement chirurgical. D'abord, pour le traitement fonctionnel. Le traitement fonctionnel, il repose sur quoi? Le traitement fonctionnel, il repose sur un repos au décubitus dorsal, sur un plan dur, d'accord? Avec une remise en procubitus, en 2-3 jours, le malade on va le verticaliser, mais sous protection d'un corset à visée antalgique. Et je répète, ce corset, il a une visée antalgique. Le but, c'est pas de réduire, d'accord? C'est juste de maintenir son rachis, d'accord? Alors, ce traitement, il est indiqué on l'a dit tout à l'heure, pour les fractures type 1, avec une petite compression, d'accord? Donc, les fractures stables, sans trouble de la statique, sans retentissement sur le canal médulaire et sans signe neurologique. D'accord. Donc les fractures des vieilles mémés, des fractures stables, des petites fractures ostéoporotiques, on peut les traiter comme ça avec un traitement fonctionnel grâce à un petit capsule. D'accord. Et le malade peut reprendre la marche au bout de 2-3 jours. Maintenant, on va voir le traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, ça, il se fait normalement. Normalement, c'est pas
ce que vous avez l'habitude de voir. Je pense que vous avez l'habitude de voir que le malade, il est en décubitus ventral entre deux tables et on met le corset. Ça, c'est le système D. Mais normalement, le traitement orthopédique se fait par la méthode de Böhler. Donc, la méthode de Böhler, c'est sur ce cadre qu'on effectue le traitement orthopédique. Ce cadre, d'accord? Donc, c'est un malade, il est installé sur le cadre de Poitrel. On appelle ça le cadre de Poitrel. D'accord? Il est installé en décubitus dorsal. D'accord? Et le traitement se fait en trois étapes. Alors, la première étape, c'est quoi la première étape? C'est la traction axiale. Donc, on fait une traction au niveau de la tête, on fait une traction au niveau du bassin. Et ceci permet de restituer la hauteur du corps vertébral. Regardez au début comment c'était avant la traction. Et le fait de tracter, ça permet de restituer, d'accord, la hauteur du corps vertébral. Ça, c'est le premier temps. D'accord. Le deuxième temps, c'est faire une hyperlordose. L'hyperlordose, il y a une sangle qu'on place sous la fracture et qu'on fait remonter vers le haut. Et ceci va créer dans le plan sagittal, une réduction dans le plan sagittal, d'accord, et, d'accord, la réapparition de cette lordose. Ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est la confection d'un corset plâtré, comme vous voyez ici. Voilà, ça, c'est le troisième temps. C'est ça le traitement orthopédique. Donc, il ne faut pas mettre le plâtre comme on veut. Il faut tracter pour restituer la hauteur. Il faut créer cette hyperlordose, d'accord, avant de mettre le corset plâtré. Il faut savoir que ce corset est indiqué dans les fractures stables de la charnière dorso-lombaire, c'est-à-dire il faut l'utiliser, il faut pas l'utiliser en T1, T2, T3, il faut l'utiliser au niveau de la charnière, c'est-à-dire T12, L1, T11, T12, L1. Mais en général, il est réservé pour la T12, L1. En général, c'est la charnière. D'accord. Le risque, c'est vrai que cette méthode permet d'éviter la chirurgie, mais il y a un risque de déplacement secondaire. C'est ça le risque quand on traite orthopédiquement. De toute façon, il n'y a pas que le rachis. Quand on traite orthopédiquement, il y a toujours un risque de déplacement secondaire de la fracture. D'accord. Mais il faut savoir que cette méthode, elle est contre-indiquée en cas de polytraumatisme. D'accord. Vous n'allez pas faire pour un malade qui a, par exemple, un problème abdominal ou thoracique ou un truc comme ça, vous allez mettre un plâtre, d'accord? Ce genre de malade, il faut les opérer, d'accord? Pour pouvoir intervenir sur une autre partie du corps, d'accord? Il est contre-indiqué en cas de troubles neurologiques. Ça peut engendrer des escarres parce que les malades ne sont pas. Et il est vraiment mal adapté aux malades obèses et en cas de fracture de côte associée. Voilà. Enfin, il y a le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, d'accord, c'est vrai que c'est pas votre, disons, secteur d'expertise, mais il faut savoir que la majorité maintenant des fractures du rachis dorso-lombaire, on les opère. On les opère. Mais pourquoi on les opère? Voilà. Pourquoi on les opère? Il y a deux situations. Deux situations, il n'y a pas une troisième, deux situations dans laquelle il y a indication chirurgicale. Vous devez connaître l'indication. Il ne faut pas savoir comment opérer, mais il faut savoir quand opérer. On opère quand il y a une instabilité, quand on a expliqué, quand il y a une lésion du segment mobile rachidien, quand il y a un risque de déplacement secondaire. D'accord? Par exemple, vous avez une fracture communitive avec un fragment ici dans le canal. Ça, il faut les opérer parce que vous savez très bien que c'est une lésion qui est instable, qui risque de se déplacer. D'accord? Allez. Donc, premièrement. Deuxièmement, quand vous avez des troubles neurologiques, quand il existe des troubles neurologiques, il faut confier le malade tout de suite à la chirurgie. Ce malade doit être opéré en urgence afin de lever cette compression et pour donner le maximum de chances de récupération à ce patient. Et après, ça devient une course contre la montre. Alors, quel est le but de ce traitement chirurgical? Le but, d'abord, c'est la réduction du déplacement. Regardez ce déplacement, regardez comment il était. Il était carrément en syphose avant la chirurgie. Et donc, après la chirurgie, regardez, on a réduit bien le déplacement. D'accord? Ça, c'est le premier objectif. D'accord? Le deuxième objectif, c'est la stabilisation. Donc, il faut stabiliser la colonne vertébrale. Après avoir réduit, il faut la stabiliser. Voilà, stabiliser pour que ça ne bouge plus. Ça, c'est le but du traitement. Mais il n'y a pas que ça.
il faut associer une décompression en cas de trouble neurologique, c'est-à-dire qu'il faut décomprimer la moelle épinière quand il existe des troubles neurologiques. Et bien sûr, quand il y a une instabilité, il faut fixer cette moelle, il faut l'arthrodéser, cette colonne vertébrale. Voilà. Pour le type de chirurgie, on a deux types de chirurgie. On a une chirurgie par voie postérieure, donc on opère par la voie postérieure, donc à travers le dos, et une chirurgie par voie antérieure. On va commencer par la chirurgie par voie postérieure. La chirurgie par voie postérieure, on installe le malade comme ça, comme vous voyez sur la photo, en décubitus ventral, sur une table orthopédique de préférence une table de rachis, de préférence, mais on peut opérer sur une table normale. D'accord? Euh, donc, cette table, déjà, elle permet de faire la réduction de la fracture par traction et hyperlordose. Et l'incision se fait, donc, sur médiane postérieure, elle est centrée sur les apophyses épineuses. Alors, quels sont les avantages? Alors, quels sont les avantages de ce traitement chirurgical? On l'a dit, l'avantage, c'est que c'est la seule méthode qui permet de lever une éventuelle compression médulaire ou radiculaire. Comment comment lever cette compression? À travers, regardez, on fait un trou, ce qu'on appelle une laminectomie. On fait un trou en arrière, on enlève l'apophyse épineuse, d'accord? Et on enlève les lames, d'accord? Et on a accès directement à la moelle épinière ou à la queue, d'accord? Et quand on a accès au canal vertébral, on peut éventuellement enlever un fragment neuro-agressif, par exemple. D'accord. Donc c'est ça le premier avantage quand on opère par voie postérieure, c'est de pouvoir aller directement sur les éléments nerveux, d'accord, de faire l'exploration et de lever une éventuelle compression. Ça c'est très important. Le deuxième possible, la deuxième donc avantage, c'est de faire cette stabilisation, donc fixer le rachis. D'accord. Voilà, je vous ai montré juste des vues de terre opératoire pour avoir juste une idée. Alors c'est la bord postérieure, donc centré sur les épineux, d'accord. Et ici on a mis des vis, comme vous voyez ici les vis. Mais regardez ce qu'on a fait. On a fait une laminectomie, regardez. On a fait une laminectomie, on a enlevé la lame avec les épineuses. Ah, voilà l'épineuse de cette vertèbre, on la voit. Mais les épineuses de cette vertèbre, et les lames, on ne les voit pas. On a tout enlevé et on a accès directement à ce que vous voyez ici. C'est la moelle épinière, regardez. D'accord? On a libéré la moelle, on a décomprimé, on a enlevé le fragment neurotoxique. Et là, vraiment, elle est libre. D'accord? Et quand on lève la compression, on fait l'ostéosynthèse, on fixe la colonne vertébrale, regardez. Ah, ici, c'est un matériel de CD. Et voici les radios après l'intervention. Voilà. C'est juste pour avoir une idée. D'accord. Il y a aussi une chirurgie par voie antérieure. Chirurgie par voie antérieure, c'est une autre voie d'abord. Donc, le malade, il est en décubitus latéral. On ouvre par voie latérale. D'accord. On va jusqu'au corps vertébral. On enlève le corps vertébral. D'accord. On met une greffe pour rétablir la hauteur du corps vertébral. Et on décomprime, on fait une corporectomie, on décomprime la moelle par voie antérieure. Voilà. Il peut y avoir même parfois une double chirurgie par voie antérieure, d'accord? D'accord, regardez, pour rétablir la hauteur, d'accord, on est comme un cric de voiture, ça ressemble un peu, et une ostéosynthèse par voie postérieure, regardez. Voilà. Donc, quel que soit le type de chirurgie, par voie antérieure ou par voie postérieure, ça, c'est pas, l'indication est difficile parfois pour vous, c'est le chirurgien qui la pose. Mais, sachez que le but, c'est, décomprimer la moelle épinière. Il faut décomprimer la moelle en cas de trouble neurologique. Et deux, stabiliser et corriger le profil de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser un rachis déformé. Il faut rétablir sa hauteur de corps vertébral pour rétablir la lumière. Qu'il faut retenir de cette question. Que c'est des fractures qui sont en nette augmentation. C'est des lésions très très graves parce elles mettent en jeu le pronostic aussi bien fonctionnel que vital parfois, surtout si ça touche le rachis cervical. Il est important de les immobiliser dans tout polytraumatisme. Il faut penser à une fracture du rachis dorsolaire, un traumatisme vertébromédulaire. Il faut tout de suite mettre une lumière cervicale, placer une lumière cervicale et coquille matelas,
d'accord, pour éviter les dépassements secondaires, donc l'apparition ou l'aggravation neurologique. Donc, à des troubles neurologiques, il faut confier directement le malade au chirurgien, c'est-à-dire qu'il y a une indication chirurgicale formelle. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. On vous remercie, professeur. Nous vous demandons par ailleurs, je vais vous demander, moi particulièrement, d'essayer d'aller vers les points les plus importants. Essayez de récapituler. Je suis aux urgences. Je reçois, soit je reçois, soit je fais partie du SAMU et je me déplace. Vous avez deux éventualités. Et quels sont les premiers gestes que je dois faire? Rapidement, je sais que vous les avez déjà, vous Oui. en avez Alors, déjà parlé, oui. mais c'est juste pour implanter et introduire dans le cerveau des gens. Essayez de donner Bien des sûr, points. bien sûr. Implanter, vraiment, j'utilise les mots qu'il faut, hein. Implanter. Comme ça, parce qu'on est dans l'urgence, on ne sait pas réfléchir, on est un peu perturbé, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'affaires. Comment réagir rapidement, sans réfléchir, avoir les bons gestes. Alors, les bons Je gestes, suis c'est généraliste. pour un généraliste, voire un urgentiste, disons, un urgentiste. Il faut toujours penser devant un polytraumatisme, déjà penser à un traumatisme du rachis dorso-lombaire ou cervical. Donc, il faut penser à un traumatisme vertébromédulaire, c'est un. Et vice-versa, devant tout traumatisme vertébromédulaire qu'on voit pas tant, il faut éliminer des urgences vitales qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Je m'explique, il faut poser deux voies d'abord veineuses et rechercher, bien sûr, des lésions crâniennes, thoraciques ou abdominales qui peuvent emporter le malade. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le rachis, mais parce que c'est un traumatisme violent qui peut engendrer d'autres traumatismes qui engagent le pronostic vital. Ça, c'est un élément très important. Maintenant, revenons à la fracture du rachis. Comment tout traumatisme vertébromédulaire, on est sur le lieu de l'accident ou en pavillon des urgences. C'est la même chose. C'est un geste de sauvetage qui peut sauver la vie du malade, pas par le fait de la vie, mais son pronostic fonctionnel. Donc, un point par un, qui est assez rigide, d'accord, et un matelas coquille. D'accord. Donc, immobiliser tout de suite le patient et commencer un schéma d'hydratation, de réhydratation rapide. D'accord. Ça, c'est au lieu de l'accident. Deuxièmement, une fois arrivé au pavillon des urgences. Donc, si le malade n'est pas immobilisé, il faut l'immobiliser comme je viens de l'expliquer et passer directement à la radio. À la radio, faire euh, avant bien sûr de passer à la radio, faire un examen rapide par l'interrogatoire, soit du malade quand il est conscient, soit de son entourage quand le malade n'est pas conscient. D'accord? Il faut savoir comment ça s'est passé. Et pour avoir une idée sur le traumatisme, est-ce qu'il y a eu des morts dans l'accident, lors de cet accident? Comment ça s'est passé, le mécanisme? Est-ce que le malade il présente d'autres maladies ou il est sous un traitement qui peut contre-indiquer certains gestes? D'accord? Une fois fait, il faut faire un examen rapide il y a un examen neurologique rapide. Est-ce que le malade il a sa sensibilité? Est-ce qu'il a la motricité? Est-ce que son périnée fonctionne normalement? C'est-à-dire il a une sensibilité périnéale et les sphincters fonctionnent bien. Ça, c'est rapide. Ça doit se faire en 30 secondes, quoi. On demande au patient de bouger ses orteils, de bouger ses mains, d'accord, d'examiner la sensibilité épicritique, c'est-à-dire au toucher, profonde. On va demander de lui demander est-ce qu'il peut situer ses orteils, est-ce qu'ils sont en bas, en haut, selon les mains bien, les yeux bien fermés, bien sûr, et thermoalgésie. Et c'est de la sensibilité. Et rapidement, on a dit le périnée. Ça, c'est pour avoir une idée. Maintenant, si le malade il a présente des troubles neurologiques patents, ça, il faut savoir que euh, le malade il doit être confié au chirurgien parce il faut qu'il soit opéré. Ça veut dire que le malade présente une compression ou une lésion de la moelle ou des racines. Il va falloir décomprimer en urgence, d'accord, cette moelle épinière qui est en train de souffrir. D'accord? Entre-temps, il y a un bilan radiologique à faire. Le bilan radiologique, c'est quoi? C'est les radiographies face profil du rachis lombaire, du rachis
dorsale et de la colonne cervicale et une radio de face, bouche ouverte pour voir la vertèbre C1. D'accord, ça c'est très important. Et s'il y a une fracture, il faut pas hésiter à demander un scanner. Le scanner, c'est un examen de première intention en cas de fracture du rachis. C'est un examen de première intention. Il faut pas réfléchir à ce qu'on demande, on ne demande pas. Quand vous voyez une fracture du rachis, il faut demander un scanner. Bien sûr, malade tout en étant immobilisé. Pas que le malade aille faire son rachis en étant sans immobilisation. Ça, c'est des trucs que je vois au pavillon des urgences. Il y a des malades qui ont été transférés à l'hôpital au CHU avec des troubles neurologiques pour une fracture du rachis sans aucune immobilisation. Et ça rentre dans, ça peut devenir un problème médico-légal. Les gens, les parents peuvent poursuivre les médecins en justice à cause de ça. Ils vont dire que voilà, le malade a présenté des troubles neurologiques à cause de ça. Il faut prévenir tout de suite les parents de patients, que le patient présente des troubles neurologiques. C'est très important. C'est très important pour qu'il sache la gravité et pour qu'il n'y ait pas après des problèmes médico-légaux. Dès que le malade vous constatez ça, il faut prévenir les parents. Tout de suite, tout de suite. Ah, voilà, il y a un problème. Il faut en garder des séquelles. Voilà. Il faut pas banaliser les choses parce que c'est un traumatisme vraiment grave qui peut laisser des séquelles définitives chez le patient. D'accord? Voilà. Voilà en gros. Et Madame oui, Ougam, je suis avec vous. Apparemment, c'est bizarre qu'il n'ait pas de questions. Hein. On ne peut pas ne pas avoir de questions. On ne C'est peut une pas. question qui suscite beaucoup de questions. Maintenant, j'ai l'habitude de faire ça Exactement. avec les internes ou avec les résidents. Il y a plus de discussions que de cours. On discute plus qu'en, C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait en réalité. C'est ce qu'on voulait. Parce que la question que je vais encore reposer, enfin, c'est des questions un peu rhétoriques, mais bon. C'est surtout, je vais vous demander aussi de leur donner les erreurs à ne pas faire. Quelques erreurs que vous avez rencontrées et que vous ont saoulé, que vous espérez ne plus voir. euh, franchement, je vais revenir à l'immobilisation. Principale, euh, principale, enfin, disons, euh, disons, anomalie, la principale anomalie que je relève. Il y a des malades qui présentent des fractures du rachis. Et même sans trouble neurologique, c'est très important de les immobiliser parce que ils risquent d'avoir des troubles neurologiques lors du transport. Donc, la première chose, je répète, c'est immobiliser le rachis. Il faut jamais les confier en étant sans immobilisation. La première. La deuxième, devant ce traumatisme, faut tout de suite installer une voie d'abord parce que on a dit, ça rentre dans des cadres de polytraumatisme et le malade peut dégrader son état et il faut tout de suite commencer par avoir une voie d'abord et lancer un bilan biologique et radiologique. Lancer un bilan biologique, comme ça, si jamais le malade on décide de l'opérer, on a le bilan qui est prêt, voilà. Donc C'est le lancer un bilan bilan, biologique opératoire ou là c'est bien un bilan sûr, standard, biologique qui standard. a quelque chose de particulier? Non, un bilan biologique normal, FMS, glycémie, urée, TP, et groupage surtout. D'accord? Comme Gros ça, pas si jamais surtout. il y a un problème, Et on connaît quelle est son la bilan. radio la plus pertinente à demander? Le profil, est-ce que c'est de profil? Est-ce que c'est de face? Est-ce que c'est Non, il faut faire pour ne pas perdre de temps? il faut faire la face et le profil, et si possible, faire un scanner rapidement. Voilà. D'accord. Scanner, Ça permet d'économiser beaucoup de temps pour la prise en charge. Donc, scanner sans produit de contraste. sans produit, non, on n'a pas besoin de produit. D'accord. On n'a pas besoin de produit. Non, sans. On va vous supplier de poser vos questions apparemment. Est-ce que vous avez un cas Il ne faut clinique? pas hésiter à poser des questions. On est là à votre écoute et on peut répondre à Est-ce toutes que les vous questions. avez léger, quelque chose de Un clinique, léger? Je sais qu'on n'a pas mentionné ça, mais bon. un cas Peut-être clinique, ça va les réveiller. un cas clinique. Je ne sais pas, je vais voir dans mon répertoire. En attendant, Romain,
Alors, il y a deux questions, je ne sais pas si c'est des questions. L'instabilité peut intervenir au paralysie, classification, j'ai pas, Denis, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris. La durée Comment? du traitement dans le cadre d'une fracture, il y a deux questions. Vous allez vers la fin du chat, vous trouverez deux questions. Je ne sais pas si c'est des questions ou si c'est Ouais, des... attendez, je vais voir un peu ce que j'ai En déjà. même temps, il serait intéressant de voir Agda. Si vous avez une question, Agda, qui peut les inciter, qui peut les nous ramener vers une discussion. Attendez. Je vois juste ce que j'ai comme Ah là, il question. commence à bouger. Hein. Comment immobiliser le patient en cas d'absence de matelas à coquille? Ça, c'est la dernière question. Vous vous retrouvez? Voilà, ça c'est un cas intéressant. Attendez, avant de répondre aux questions, je vais vous présenter. Alors cette patiente, c'est une patiente qui s'appelle Safa, âgée de 15 ans. Elle est venue, regardez, elle est venue donc pour une douleur cervicale, avec une douleur cervicale avec irradiation au niveau de son épaule et de son bras droit. Une irradiation de la douleur, bien sûr. Vous n'avez pas enlevé le partage. Je ne sais pas s'ils pourront voir ou pas. Vous n'avez pas enlevé le partage. Ils voient ou là, ils vous entendent uniquement? Non, il voit. Il Alors, ils entend. ne voient rien, il faut enlever le partage. Comment? Il faut Non, non, enlever le partage et revenir. Il faut attendez, enlever le partage et revenir. attendez, je vais voir un peu. On a le temps, on a le temps. Alors, voilà. Voilà. Et Et de là, faire. normalement, il voit là, non? Voilà. Vous voyez la diapo, Euh, non? Voilà. Elle, Safa, âgée Elle de est de 15 15 ans. ans, oui. Alors, le motif de Oui. consultation, il y a une douleur cervicale. Elle est venue pour une douleur cervicale. Elle a très mal au niveau de son cou. Et cette douleur, elle descend au niveau de l'épaule et au niveau du bras droit. Quand on discute avec elle, la malade nous raconte qu'elle a eu un accident de circulation qui remonte à plus de 10 mois. D'accord? Elle a été hospitalisée un peu, tractée un peu, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle sait pas pourquoi. On lui a donné un petit, un petit collier pendant 20 jours, mais ça n'a pas marché. Le malade, elle porte toujours son collier, n'arrive pas à s'en débarrasser, elle commence à avoir des douleurs cervicales très importantes. Il n'y a pas de déficit moteur, il n'y a aucun problème sur le plan de, de la sensibilité ni de la motricité. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la radio? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire déjà qu'est-ce qui se passe au niveau de la radio? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire? Discussion. Écrivez vos réponses, écrivez rapidement. Essayez d'être plus participatif, c'est très important. Rectitude, ouais, bon, une petite rectitude, ouais, mais plus grave que ça. Alors? Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais vous aider un peu. Qu'est-ce qui se passe entre attendez, entre cette vertèbre et cette vertèbre? Regardez bien. Quand on voit bien, regardez. Cette vertèbre et cette vertèbre, regardez. Quand vous regardez la radio, qu'est-ce que vous voyez? C'est tout. Vous Regardez, écrivez entre ce que cette vous vertèbre et voyez. cette vertèbre, regardez. Tout simplement, regardez. Il y a cet alignement normalement de la colonne vertébrale, vous êtes d'accord? Il y a, regardez, il y a un léger tassement, oui, un peu, mais c'est pas ça, regardez. Il y a une perte de l'alignement. Regardez, normalement, ça doit être, regardez, entre cette vertèbre et cette vertèbre, il y a un déplacement de cette vertèbre en avant. Ils sont plus alignés. Cette vertèbre n'est plus alignée avec cette vertèbre. Voilà la ligne, le mur vertébral postérieur de cette vertèbre. Regardez la ligne postérieure de cette Euh, vertèbre, le mur vertébral postérieur. Donc, il y a comme un glissement en avant de cette vertèbre numéro. Alors, attendez, on va compter. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, c'est C4, C5. Il y a entre C4, C5 comme un déplacement. D'accord? Alors, on a demandé, qu'est-ce que vous allez demander? On a demandé, bien sûr, des radios. Des radios. Et regardez.
en demandant à la patiente de faire une flexion et on fait une radio. Regardez ces vertèbres, quand on fait cette ligne qui joint le mur vertébral postérieur de ces vertèbres, regardez la ligne qui joint le nord vertébral de ces vertèbres. Regardez le décalage entre les deux lignes. Très, très important. Donc, cette mouvement, donc c'est plutôt ce décalage, il s'aggrave en demandant à la patiente de faire une flexion. C'est ça, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire stabilité, c'est ça l'instabilité. Avec la définition de l'instabilité. Quand, quand on demande au patient de bouger à droite, à gauche, en flexion, tension, il y a parce que normalement, dans tous les mouvements, il y a cette cohésion intervertébrale. Ici, on a perdu la cohésion intervertébrale entre C4 et C5. On dirait ils sont désolidarisés. Il n'y a pas de moyens de maintien entre C4 et C5. Je pense que c'est flagrant, non? C'est flagrant, je crois. Et c'est pas grave. C'est Il fait flagrant. pas de déplacement. Non, il y a un déplacement qui est dû à cette Ah, instabilité. d'accord. Si la fracture était Et stable, il n'y moi, aurait pas quand eu de je fais mon déplacement. ordonnance, je vous fais mon ordonnance, je Oui? vous l'adresse. Qu'est-ce que je Oui. mets? Je mets uniquement déplacement ou je mets instabilité? Je vous ai dit, c'est un déplacement, une fracture déplacée qui est en rapport probablement avec une instabilité de sa fracture. Parce que quand il y a un déplacement, ça veut dire que quelque part il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui les maintient pas. Il peut pas y avoir un déplacement sans qu'il y ait une instabilité. D'accord? L'instabilité, on la voit, on la constate, l'instabilité. Mais le déplacement, on le voit, le déplacement. Au bout de combien de temps le patient doit être chez vous? Comment? Au bout de combien de temps le patient doit être pris en charge en orthopédie? Non, enfin, il y a pas de délai, Ousmane, mais Il n'y a pas de délai. généralement, il n'y a pas D'accord. de délai, mais le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Il faut qu'ils soient adressés quand il y a des troubles neurologiques, il faut les adresser. Là, ils sont passés à côté, justement. Et en faisant un scanner, regardez, on a découvert ça. On a découvert ça. Regardez, c'est une luxation. C'est une luxation de C4, C5. Il y a le C4 qui est luxé par rapport à C5. Donc, c'est une luxation. Donc, voilà, on l'a opéré. On a enlevé, euh, On a enlevé le fragment. Regardez, le fragment neurotoxique. Regardez. D'accord? On a enlevé le fragment. On l'a fixé. Et regardez maintenant l'alignement quand on voit bien l'alignement. Et le malade va bien après l'intervention. Donc voilà ce que. Attendez, il y en a plein d'autres comme ça. Mais Question. Vérifiez pour répondre aux questions. Alors, les conditions de ramassage et immobilisation. voilà. On peut éventuellement. Ah, je sais pas. Euh, attendez, on va ouvrir la boîte du dialogue. Je pense que j'ai vu tout à l'heure des questions, non? Oui, vous avez des questions, mais vous Ah pouvez ouais. continuer avec ça, ensuite reprendre les questions. C'est comme vous voulez, hein. Parce que là, il commence Attendez. à s'imprégner. Non. Je suis en train de chercher des dossiers simples. Les participants, nos enseignants ne sont pas là uniquement pour transmettre un cours, ils sont là pour vous aider dans votre vie quotidienne, dans l'activité quotidienne, dans votre activité. Si vous avez ressenti un échec lors de votre prise en charge, de la prise en charge de votre patient,
vous pouvez discuter avec l'enseignant. Tout à fait, bien sûr. Si vous n'arrivez pas à trouver, passez aux questions. Peut-être qu'à travers les questions, il y aura d'autres observations, d'autres. Je vais avec vous rapidement. Il faut Donc enlever 25, d'abord celle-là. Voilà, très bien. donc 25 Alors, ans, non, 25 ans, chute de 2 mètres, d'accord. Une douleur cervicale intense, l'examen neurologique TJ complète des dos, cette radio, c'est un peu mieux, non? C'est-à-dire qu'il y a Recording in quelque chose. progress. Donc il fallait chercher c'est quoi. On a demandé un scanner. Alors le scanner montre quoi? Regardez. Regardez. Effectivement, C7, on voit pas sur les radios. Regardez. C7, elle est éclatée. Il y a un éclatement de C7. Elle est éclatée, on la voit pas, elle est éclatée. Avec même un fragment. C'est des malades réels, là, des malades qui sont passés chez nous, que moi-même ai opéré il y a quelques temps. Ouais, un petit fragment dans le canal. C'est pour ça que la malade il y a des troubles neurologiques. Regardez le canal, il y a des trous, il y a des fragments osseux dans le canal. Vous voyez? D'accord. Là, c'est un fragment osseux. Donc, ça, c'est une fracture éclatement, ce qu'on appelle des fractures communutives, comme on a vu tout à l'heure, un éclatement de la vertèbre. Quand vous avez un éclatement de la vertèbre, on les appelle les burst fractures. Donc, c'est des fractures, avec surtout qui s'accompagnent d'un fragment neurotoxique dans le canal vertébral. C'est un canal vertébral, donc rempli avec un fragment d'os. D'accord? Ça, c'est, d'accord? Donc, on les a abordés. D'accord? Nous avons abordé le rachis cervical par voie antérieure. D'accord? On a fait une ouverture, comme on l'a vu tout à l'heure. À travers, on a enlevé tout le corps vertébral. D'accord? On a enlevé le fragment d'os à l'intérieur et on a mis un greffon osseux qu'on va mettre à l'intérieur pour établir la forme intérieure. Voilà le fragment d'os. On a remplacé le corps vertébral par cette greffe osseuse. Voilà, elle est là, la plaque vissée. Et ça, c'est après fermeture. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ça qu'on n'a pas vu. Donc, c'est une fracture de. Donc, c'est cette. Elle est là. Donc, on la voit pas bien sur la partie supérieure de la plaque. On passe maintenant Donc, aux questions, peut-être le que. mettre rachis cervical. Sur le profil, il faut essayer de voir la C7. La C7. Et pour voir la C7, il faut bien tirer sur les membres des épaules, il faut tirer sur les membres pour abaisser les épaules avant de faire le profil. C'est assez intéressant que je voulais vous montrer. Je sais pas si
Merci, je... gens qui sont parce que il y a ceux qui vous parlent de clichés normaux. Boucher? Par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit on voudrait voir les clichés normaux, comme ici, un cliché cervical normal, pour pouvoir comparer. Bon, mais bon, on passe à une autre question. Vous avez des questions sous les yeux? Non? Attendez, je vais ouvrir la discussion. D'accord. Alors, Et elle la discussion. on va passer aux questions. Alors, Commencez par le bas. on va commencer par le bac. Là, vous ne serez pas perdu. Un cliché du sujet normal afin de comparer. Oui, mais ce que je vous ai montré à la fin, c'est un sujet normal, c'est un profil normal. Sauf qu'on ne voyait pas la fracture parce qu'elle était en bas. En bas. Alors, c'est si on fait, d'accord, le traumatisme du coccyx, quand il n'y a pas de trouble neurologique, on est traité fonctionnel sur une bouée et avec un traitement antalgique. Mais sinon, il y a absolument rien à faire. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont un traumatisme du coccyx lors de l'accouchement. Oui, mais bon, je répète, c'est des fractures qu'il ne faut pas toucher parce que la chirurgie elle-même, elle est douloureuse. La chirurgie, elle est elle-même douloureuse. Le risque d'infection, il est très, très important. D'accord? Donc, c'est exceptionnel qu'on pose un traitement, l'indication des traitements chirurgicaux quand le déplacement, il est très important de telle sorte qu'il gêne un peu le transit ou quelque chose comme ça. Mais sinon, il faut pas les toucher. Il faut jamais les toucher parce que elles sont très, très douloureuses. Est-ce que c'est à D'accord? vie ou là, est-ce qu'il y a une adaptation En ou général, les bien... malades, avec le temps, c'est des fractures qui mettent beaucoup de temps à guérir. La douleur persiste beaucoup de temps. J'ai vu des malades qui restent, qui souffrent pendant, pour diminuer progressivement, mais lentement, avant la guérison totale. Mais il faut pas les toucher. Qui peut éventuellement prendre beaucoup de temps pour guérir. Voilà. Et, et- Il y a une nouvelle question en bas devant un traumatisme du rachis. alors, devant un traumatisme du rachis, est-ce qu'on demande un scanner du rachis cervical, dorsal, bien orienté sur... Bien sûr, il faut qu'il soit bien orienté selon la clinique. On peut pas demander un scanner de toute la colonne alors qu'on n'a pas de... En cas de polytraumatisme, il y a ce qu'on appelle le body scan. On peut demander un body scan quand les lésions sont multiples. Il faut faire un body scan, d'accord? Mais sinon, si c'est un traumatisme du rachis, il faut bien examiner et orienter le scanner selon l'examen clinique. Bien sûr. Pas demander toute la colonne, un scanner de toute la colonne. Voilà. Est-ce que vous gardez le matériel de chirurgie? Oui, le matériel d'ostéosynthèse, on peut le garder toute sa vie, hein. On enlève quand le malade s'en plaint, quand le malade gêne ou il a mal, oui. Le malade peut garder, surtout que le matériel d'ostéosynthèse de dernière génération qu'on fait actuellement, c'est un matériel d'ostéosynthèse en titane. Ça veut dire que le malade peut faire un scanner si jamais il veut faire un scanner ou quelque chose comme ça, il peut le faire. Et, et c'est un matériel de matériel d'ostéosynthèse en titane, on peut le garder sans aucun problème. Et c'est exceptionnel qu'un malade vienne vous voir pour ablation de matériel. C'est exceptionnel. J'en ai, durant toute ma vie, enlevé 5 ou 6 fois ce matériel, gênant pour certaines personnes. Mais c'est exceptionnel. Parce qu'il est vraiment sous le muscle, dans le muscle, dans la vertèbre. Généralement, il ne gêne pas. Vous avez deux questions sur la lyse ischémique. Alors, Alors, la lyse ismique bilatérale de L5. Non, la lyse ismique, ça n'a rien à voir. La lyse ismique, c'est pas une fracture, la lyse ismique, hein. La lyse ismique, c'est un autre cours. C'est carrément autre chose. C'est pas, ça rentre pas dans le cadre d'un traumatisme.
La lysine ischémique, ça peut donner des spondylolisthésis de L5 sur S1, mais ça n'a rien à voir avec le traumatisme. D'accord? Généralement, lors de traumatisme, quand on découvre une lysine ischémique lors d'un traumatisme, c'est juste, c'est un facteur enfin, c'est un facteur juste, c'est, c'est plutôt des découvertes fortuites. Mais c'est pas le traumatisme lui-même qui a engendré cette lysine ischémique. Voilà. Une autre question? Voilà. La lysine ischémique bilatérale de L5. Très bien. On peut pas donner des traitements comme ça en une seule phrase. La lysine ischémique peut relever d'un traitement médical ou fonctionnel. Ça peut rentrer dans le cadre ça peut faire l'objet d'un protocole de rééducation et parfois on les opère, la lysine ischémique, parfois on les opère, malheureusement. Mais c'est selon le grade, selon le déplacement, selon la souffrance du patient. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels on décide du traitement. On peut pas vous dire comme ça, les ISMI non. Il y a qu'il faut opérer, ceux qu'il faut les rééduquer et ceux qu'il faut absolument rien faire, même pas un traitement. Et il y a beaucoup de gens qui ont des listes ISMIques sans qu'ils le sachent, hein. Il y a j'ai vu beaucoup de gens, lors on a fait des scanners ou des IRA pour autre chose et on découvre une liste ISMIque, mais le malade ne s'en plaint pas. D'accord? Pour ce genre de patient, il faut absolument. Alors, je suis sur le lieu de l'accident. Dois-je intervenir pour attendre le SAMU? Si vous êtes médecin, vous devez absolument intervenir, bien sûr. Si oui, alors comment s'y prendre? Comment s'y prendre? C'est simple, on l'a déjà expliqué. D'accord? Et je répète, on parle bien d'un traumatisé vertébro-médulaire. D'accord? Je parle pas d'autre chose. En cas de traumatisme vertébro-médulaire, la chose qu'il faut faire en urgence, c'est immobiliser. Il faut l'immobiliser, il ne faut pas attendre. Si vous n'avez pas de quoi immobiliser, il faut demander aux gens de ne pas intervenir, de ne pas le toucher et de juste l'aligner sur la chaussée, l'aligner droit, bien sûr. Sur place, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Vous ne devez pas rester les mains croisées. Non, sur le plan médico-légal, quand je pour aider. Oui, pour aider, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit juste, si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez pas bien sûr, parce que c'est difficile quand on n'est pas, euh, quand on n'est pas équipé, pratiquement, on a les mains liées, on peut pas empêcher les gens d'intervenir, de le mettre dans n'importe quelle position et de le mettre en position euh, dorsale quand il n'y a pas autre chose, hein. Et bien sûr vérifier la liberté des voies aériennes, bien sûr, vérifier s'il n'y a pas de fracture ouverte quelque part pour faire un pansement, d'accord, vérifier l'état de conscience du patient, ça s'il faut le faire. Et bien sûr l'immobiliser en attendant l'arrivée du SAMU. Il ne faut pas le faire vous-même. Le déplacement se fait par le SAMU. Il ne se fait pas dans une voiture normale, surtout quand il existe des troubles neurologiques ou un traumatisme vertébro-médulaire qui est clair. On sait que le malade présente quelque chose au niveau de son rachis. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour de Azazga. Bonjour. C'est une région que Bonjour, j'aime bien. Azaz. Voilà, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que c'est le sang qui parle? Comment? C'est le C'est un sang qui peu, parle. c'est un peu le sang, oui.
Faudrait là-bas. C'est un projet du ministère. Hein. Il faudrait. On peut l'opérer, et on l'a déjà fait sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. On les installe en décubitus latéral et on les opère sans aucun souci. D'accord. Donc, pour la femme enceinte, soit un traitement fonctionnel, mais pas de traitement orthopédique pour la femme enceinte. Pas de plâtre. Pas de plâtre pour la femme enceinte. Et pour les 3 premiers mois, attention au rayon. Attention au rayon. Comment faire au premier trimestre? Alors, premier trimestre, il faut pas faire de rayon. Il faut pas faire de rayon. Il faut, sauf si on met une blouse. On met une blouse et Recording in progress. d'accord. Et il faut prévenir aussi la parturiente, enfin la malade. Mais ça, heureusement que c'est exceptionnel. On l'a vécu peut-être 1 ou 2 fois, c'est tout. Pour le premier trimestre, c'est exceptionnel. Mais quand il faut faire quelque chose, il faut faire. Il faut pas laisser un malade paraplégique sans immobilier, sans bilan radiologique aussi. Hein. D'accord. Parfois, la vie est une histoire de priorité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? En tout cas, c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup plus destinée aux gens de spécialité. C'est vrai parce il y a trop de choses à faire sur sur le plan chirurgical. Il y a beaucoup de discussions qui se font sur le plan chirurgical, rarement sur les gens pour qui on fait ce genre de conférences. C'est des gens des chirurgiens et tout. Donc, ils demandent beaucoup de renseignements sur les indications opératoires, la manière de faire tel ou tel geste et tout. Mais pour vous, c'est très important à connaître déjà. Moi, j'ai insisté sur 2 notions. Cette notion de stabilité, c'est très important, et cette notion de trouble neurologique. C'est-à-dire quand vous avez des malades et cet examen enfin, et j'ai donné une grande importance sur l'examen neurologique du rachis. Quand vous avez un traumatisme du rachis, il faut penser à un polytraumatisme. Si vous avez un polytraumatisme, il faut pas passer à côté d'une fracture du rachis. Il faut bien examiner. Il faut demander chez les malades qui ne sont pas conscients, il faut demander de façon systématique un bilan radiologique parce qu'on peut passer à côté d'une fracture du rachis. Ça, c'est des éléments fondamentaux sur lesquels j'insiste. D'accord, l'instabilité. Et quand il y a des troubles neurologiques, il faut passer là. Neurologique, il s'agit d'une urgence. Il faut tout de suite, envoyer le malade, évacuer le malade, tout de suite. Recording in progress. Mais c'est juste pour la stabiliser pour que plus tard il puisse s'asseoir convenablement.
Ça veut dire un peu juste on était nostalgique. De répondre par rapport au cours 6. Comment? Alors, Pour les troubles neurologiques, on peut avoir des pareils. on peut avoir des paresthésies, c'est des troubles de la sensibilité. On peut avoir des paresthésies, on peut avoir Elles des... sont des je peux rater ça au premier Comment? lieu. Non, C'est-à-dire, je j'ai pas dois compris. respecter l'immobilité. Si je dois respecter l'immobilité. Euh, non, je parle pour les façons de les bouger. Pour les membres supérieurs, D'accord. c'est-à-dire on immobilise que la colonne vertébrale, mais Le sinon reste, le je reste, peux. non, il faut pas. Oui, bien sûr. Moi, je pense toujours à l'orientation que fait le médecin généraliste vers vous, par exemple Oui, vers l'orthopédie. Euh, ouais. il faudrait qu'il le mentionne bien, mais bon, on reproche toujours aux généralistes de ne pas bien écrire. Enfin, la Mais lettre. Pour la lettre de liaison, c'est ça? oui, la lettre de liaison. Oui, il faut mentionner. Ah, si on veut être vraiment. Faut mentionner l'étage lésé. Avant Recording tout in ça, éliminer progress. toute urgence vitale. Il faut appeler, avant d'arriver au chirurgien orthopédiste ou au neurochirurgien, il faut voir avec le viscéraliste pour écarter toute urgence abdominale, chirurgicale. Et s'il y a un impact crânien, il faut l'adresser, bien sûr, en neurochirurgie pour éliminer toute urgence neurochirurgicale. Et après, on s'occupe de la fracture. Voilà. Donc, éliminer une urgence vitale crânienne, thoracico-abdominale, d'accord? Immobiliser le patient, voie d'abord, et rédiger une lettre en mentionnant les tâches lésées, la présence de troubles neurologiques. Il y a une dernière question, je ne sais pas si c'est la dernière. Un syndrome pyramidal post-traumatique avec une IRM sans anomalie. Quelle est la conduite à tenir? En fait, c'est des lésions définitives. Quand on a un syndrome pyramidal post-traumatique qui est ancien, sur une IRM normale, c'est que le malade il a fait des lésions neurologiques. Si c'est en rapport avec le traumatisme, je précise, hein, c'est que il a fait un traumatisme de la moelle, d'accord? Et ça, c'est des séquelles. Il faut rien faire, on n'a rien à faire. Maintenant, si c'est un syndrome pyramidal sans notion de traumatique, il faut confier en neuro, il faut l'explorer en neurologie, en service de neurologie, puisqu'il qu'il soit une compression qui est due à autre chose. Une tumeur, par exemple, peut donner ça, une spondylodicite peut donner ça. Toute compression de la moelle peut donner un syndrome pyramidal. Et donc, il faut bien explorer, madame.
Mais en général, quand c'est post-traumatique, c'est que on est dans la phase, on est dans la phase séquelaire et c'est définitif. Y a-t-il des complications à long terme? Oui, bah, si le malade est neurologique, il peut garder une paraplégie définitive. Donc, ça, c'est la complication qu'on redoute, la complication chronique qu'on redoute le plus. Donc, il y a ça. Des douleurs séquelaires de temps en temps. Le malade décrit des petites douleurs rachidiennes séquelaires à un traumatisme, même si le malade a été bien opéré, il peut laisser persister des lésions neurologiques, des lésions plutôt des douleurs séquelaires. Mais c'est difficile à apprécier parce que souvent ça rentre dans le cadre d'accidents de la circulation, d'accidents de travail, où il y a des problèmes avec l'assurance et le malade, même s'il va bien, il va te dire oui, je ressens toujours, j'ai toujours mal, pour espérer avoir un gain en cas de course, enfin en cas d'accident de travail, d'accord, ou pour gagner son procès quand il existe des, des, des poursuites pénales. Voilà. Par rapport au dédommagement des assurances. Donc c'est difficile à apprécier. Mais le malade, quand il y a un problème, de toute façon vous l'avez tous constaté, quand il y a un problème d'accident du travail et quand il y a des problèmes de remboursement des assurances, le malade n'est jamais satisfait, il veut toujours plus et il a toujours tendance à dramatiser et exagérer la douleur pour obtenir gain de cause. Ça, c'est universel. C'est pas propre à l'Algérie ou ça, c'est universel. D'accord. Et les séquelles aussi, il y a des complications. Enfin, les séquelles, c'est surtout des séquelles psychologiques, surtout pour les malades de certaines, les paraplégiques, on garde de lourdes séquelles psychologiques. Voilà. Enfin, je pense que là, il n'y a plus de questions. Ouais. Bien sûr, en dehors de la... Est-ce que votre présentation, elle est en PDF? Non, elle est en PowerPoint. Elle est en PowerPoint. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? Quand vous faites votre sujet de... Comment on appelle ça? Du concours. Pas que vous Comment? posez aux Oui. médecins qui viennent de finir. Ah, pour les examens. Par exemple, vous devez, par exemple, pour le test final, vous devez présenter, vous avez une question à poser sur Une ce question, thème. oui. Pour que Quelle est la le question médecin- oui. principale que vous donnerez? Voilà, la question principale concernant le rachis, c'est connaître qu'est-ce que ça veut dire un segment mobile rachidien, ce qu'on avait décrit, le segment mobile rachidien, qui permettent justement la stabilité du rachis. On va les reprendre. Le segment mobile rachidien, c'est le ligament vertébral commun antérieur, postérieur, le disque intervertébral, le ligament jaune, le ligament interépineux et supraépineux. Il faut qu'ils connaissent, par exemple, que en cas de trouble neurologique, le traitement doit être chirurgical. Les QC1, par exemple, on a toujours tendance à dire malade présentant telle fracture avec, par exemple, une paralysie de tel membre-là. Qu'est-ce que vous proposez comme traitement, par exemple? Il doit cocher sur traitement chirurgical. Donc, en cas de compression de la moelle, il faut décomprimer. Et au cas d'instabilité, il faut stabiliser. Voilà. Mais c'est ça la question fondamentale qui se répète lors des examens. En fait, celui qui a bien compris le cours d'aujourd'hui, il a bien suivi, et il saura répondre à toutes les questions du test final de Résidana concernant le traumatisme vertébromédulaire. Parce que pour ça, c'est vraiment, je l'ai récapitulé au maximum. Parce que c'est des cours pour les résidents qui durent, pour les assistants, qui durent 4-5 heures minimum. Minimum. Donc ça, c'était juste une synthèse pour le cours. Ce que un médecin généraliste, ou bien sûr un étudiant en médecine, en 5e année de médecine, doit retenir comme message.
Dernière constatation, Comment? la dernière, nous recevons des patientes qui se présentent pour sciatalgie. Et dans Oui, mais bon. l'interrogatoire, on trouve une notion de traumatisme suite sur le bassin. Que faut-il faire? Oui, mais bon, ça rentre pas dans le cadre de traumatisme vertébromédulaire. C'est-à-dire, il n'y a ni fracture, ni trouble neurologique. Ça, c'est une simple sciatique. C'est une sciatique. Donc, c'est une hernie discale. C'est une petite hernie discale, ce qui fait suite à un traumatisme. Il arrive qu'on ait une hernie discale suite à un traumatisme, c'est vrai. Donc, ça peut donner des sciatalgies, oui. Oui. Mais ça rentre dans le cadre de sciatalgie. Mais ça rentre pas dans le cours de traumatisme vertébromédulaire. C'est simple. Inch'Allah, après, dans quelques temps, on le Ça, fera. c'est important. On peut faire ça, oui. Les sciatalgies, les lombosciatalgies. Ou la hernie discale tout court. Ah oui, la La hernie hernie, discale, la hernie discale, elle est souvent évoquée. ouais, ouais, la hernie discale. C'est un motif de consultation fréquent. Très fréquent. Les hernies discales, les névralgies cervico-brachiales. Mais on reste toujours dans le cadre ce que le médecin généraliste peut faire. Hein. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. C'est des messages, quoi. C'est pas des conférences, mais c'est des Voilà, messages. c'est surtout des messages. C'est des messages avec eux. Je pense que le but de la formation médicale continue, le premier but, en dehors bien sûr de l'enseignement et de rappeler un peu les notions fondamentales en médecine, parce que il faut les rappeler, il faut pas, c'est vrai qu'il faut donner des messages, mais il faut pas s'éloigner de la science. C'est-à-dire, il faut rester scientifique, rappeler certaines notions de base, c'est très important, des trucs anatomiques, des trucs physiologiques, c'est de la science fondamentale, ça, parce qu'on est des médecins. Il faut toujours avoir une idée sur cette notion fondamentale. Euh, Après, il faut toujours, et d'ailleurs, c'est même à l'étranger, ils font ça. Les messages à retenir et les fautes à ne pas faire. Ça, c'est Ah aussi oui, important que je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Hein. bien sûr que c'est comme ça. C'est à travers les fautes qu'on apprend les bonnes attitudes. Exactement, exactement, exactement. Al-Mouhim, merci à vous. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le monde, Je pense, tous les gens qui sont à notre écoute. Et je leur souhaite un bon courage dans leur exercice quotidien. D'accord. Il ne faut pas hésiter à demander, à se renseigner. D'accord. À demander. merci beaucoup. D'accord. Voilà. Inch'Allah, C'est une moi. prochaine fois. À bientôt, Inch'Allah, Madame Gougam. Merci à toute Pour d'autres l'équipe. formations, Très bientôt, Inch'Allah. 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 Merci. Très bientôt. Merci. Au Yatek Saha. revoir. Au On reste en revoir. contact. Je vais vous contacter hein, par rapport à ce Bien que je sûr. vous ai dit. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aucun problème. Ok, ça. Je suis joignable. Saha. Salam, au revoir. Au revoir. Au revoir. Recording stopped.